Parfois, j'entends des choses tellement fortes dans les discussions qu'on a avec les jeunes après le spectacle. Aujourd'hui, dans notre société, presque tout le monde se cache derrière quelque chose. Faire bouger les choses, c'est trop compliqué, voire pas possible. Je crois que c'est un sentiment qui habite beaucoup de gens. Tout l'aspect culturel, la peinture et tout ça, même si c'est pas mon truc, je pense que c'est important pour la société. On est en train de la perdre partout. Notre avenir, il est plus dans les marionnettes que dans les robots. Bienvenue dans ce podcast Le Chant Libre d'Erwin. Erwin, le paysan au chapeau. Un podcast que vous retrouverez avec d'autres en audio et vidéo sur toutes les plateformes et aussi sur le site lechantlibred'erwin.be. Nous sommes dans notre sympathique lieu d'enregistrement, le café Etc. à Etterbeek en région bruxelloise. Aujourd'hui, Erwin rencontre Michel Villet. Michel Villet est comédien et surtout marionnettiste. Paysan et marionnettiste, des univers peut-être éloignés, eh bien, ce n'est pas si sûr. Vous allez le voir. Alors, Erwin, des souvenirs de jeunesse et de marionnettes ? Bon, c'est clair, j'ai beaucoup de souvenirs comme tout le monde de ma jeunesse, mais principalement toute ma jeunesse à partir de que j'avais 7 ans, 8 ans, directement pendant l'école, après l'école, tout le temps. J'ai passé toute ma vie sur la ferme, sur une exploitation. Et c'est clair, j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents, comme mes parents étaient toujours travaillés tous les deux à la ferme. Et toute ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, j'ai travaillé là-dedans. Mais c'est clair, la jeunesse, ça fait beaucoup de souvenirs aussi. On est sortis, on a bu, on a fait la fête. Il y a plein d'histoires à raconter. Et voilà, que de bons souvenirs sur ma jeunesse en tout cas. Et Michel, comment on devient, non pas marionnettiste, mais d'abord, comment on devient Michel Villet ? Mais qu'est-ce que c'est, Michel Villet ? Je ne sais pas. Comment on devient en tout cas, moi, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre, je crois. J'ai toujours eu envie d'être sur scène depuis que je suis tout petit. J'ai fait de la danse quand j'étais petit. J'ai fait, des claquettes en tout cas. J'ai toujours eu une attirance pour ça. Mais voilà, la vie m'a amené ailleurs. En début de parcours professionnel, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières. Comment ça se passait là-bas ? Moi, j'étais... on boit un verre, comme on est dans un café, ouais. je pense que ce serait bien de Bonne idée. prendre un petit verre pour se détendre. Moi, je bois une bière, Patrick. Oui, une bière, oui. Moi, je suis à l'eau pétillante. Ok, merci. Et donc, chez MSF, comment ça se passait ? Moi, j'étais attaché de presse, donc j'étais quasiment tout le temps à Bruxelles, attaché au bureau, quoi. Tu es né à Bruxelles ? Non, oui, je suis né à Uccle, mais très vite, mes parents ont déménagé à Rebec. C'est un petit village au sud-ouest de Bruxelles. J'ai grandi à Rebec. J'ai fait mes études à Mons et puis à Bruxelles. Et là, assez vite, j'ai trouvé du boulot. Et tu as fait, si je peux demander, tu as fait quoi comme études ? J'ai étudié la communication. Et puis j'ai travaillé pour MSF. Comme attaché de presse, où j'étais en contact avec les journalistes qui avaient besoin de renseignements sur le travail des MSF, sur les situations que rencontraient les volontaires des MSF. Et puis, un peu par hasard, j'ai été amené à faire du théâtre. J'ai toujours aimé le théâtre, je faisais beaucoup d'ateliers de théâtre, beaucoup de stages. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à avoir des expériences professionnelles et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers le théâtre. Pour la marionnette, c'était un peu plus hasardeux. C'est ma compagne, Noémie, qui a reçu... Merci. Merci. Qui a reçu un jour une offre d'emploi pour devenir marionnettiste, une compagnie qui cherchait une marionnettiste, elle a postulé, puis finalement elle a eu le job. Et c'est comme ça que tous les deux on est tombés dans la marionnette. Moi je connaissais pas du tout la marionnette, il y a encore un peu plus de 10 ans, j'avais jamais pratiqué la marionnette. Et voilà, c'est comme ça que, je ne sais pas si on devient Michel Villet, mais c'est comme ça que j'en suis là où j'en suis, quoi. Voilà. Et pourquoi avoir quitté MSF ? Déjà en partie parce que mon job s'arrêtait. Juste MSF, c'est quoi ? C'est Médecins sans frontières. Ah oui, ok. Ouais. Et puis, il y avait cette opportunité-là qui se dessinait pour moi. Mais j'aime bien MSF, j'aime toujours MSF. Je sens aussi, depuis que je fais du théâtre, que en fait, c'est vraiment l'endroit où je suis à ma place. J'avais jamais senti ça avant, professionnellement. J'avais toujours l'impression que... Voilà, mais je pensais que c'était comme ça, là, un job. C'était un peu à côté, parfois, de la plaque, où je courais un peu après les choses.
je faisais, je crois, bien mon boulot, mais tandis qu'au théâtre, j'ai l'impression que je suis vraiment à ma place. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est très bizarre, tu vois, quand tu deviens agriculteur. Santé, hein. Ah oui, santé. Quand tu deviens agriculteur, normalement, tu ne changes plus de métier. C'est-à-dire, du moment que tu es à la ferme, c'est très rare que tu changes de métier. Et moi, j'étais toujours fasciné et un peu choqué des gens, je prends un exemple, qui sont bouchers et après, ils deviennent chauffeurs au camion. Et alors, c'est vraiment bizarre comment les gens évoluent dans leur vie et que vraiment souvent dans le monde agricole, on reste dans le monde agricole. La seule possibilité presque pour sortir, c'est qu'on arrête la ferme. Mais quand tu arrêtes une ferme, tout le capital, tout ce que tes parents ont fait et tout ça pendant les générations, tu dois l'abandonner. C'est pour ça que nous, les agriculteurs, on a toujours difficile de quitter notre métier parce que il y a beaucoup des émotions dans la ferme. Et ça, c'est quelque chose que c'est pas juste avec toi, que avec beaucoup de gens qui changent de boulot tout le temps, une fois là, 5 ans là et tout ça. Mais pour nous, les agriculteurs, c'est un peu plus compliqué en tout cas. Bon, moi, du côté de mon père, ma famille c'était des agricultrices et des agriculteurs. Dans la région de Rebec, là? Non. C'était des gens qui habitaient dans la région de Zinghem, c'est en Flandre, près de Oudenaarde, c'est pas très loin de Gand. C'est pas là que j'ai appris le néerlandais, mais c'est là que le néerlandais est entré dans mon oreille et que j'ai gardé un certain accent, on va dire. Mais ça se met bien. Voilà. Moi, j'ai un accent germanophone, tu as un accent flamand, et Patrick, il est wallon, alors tout va bien. En plus, liégeois, voilà, alors tout va bien. Et donc, oui, je vois que, en fait, mes grands-tantes, ma grand-mère ont vécu en meute, quoi, leur retraite à côté de la ferme. Bon, ils ont fini par vendre la ferme parce qu'il n'y avait plus d'activité. Mon père a fait tout à fait autre chose, il n'a pas repris la ferme. Mais c'est pas un milieu qui m'est totalement inconnu, disons. J'ai vu mes grands-oncles, mes grands-tantes faire beaucoup de gestes que je ne comprenais pas, prendre de la terre, faire plein de choses dans leurs mains. Je les ai vus, j'ai vu leur contact avec les animaux et tout ça. C'est clair que c'est quelque chose que j'ai pu observer. C'est vrai que c'est un milieu qui m'interpelle beaucoup, moi aussi. En fait, j'ai grandi dans un village qui est proche de Bruxelles, mais dans la région, il y avait pas mal d'agriculteurs. Un métier qui semble très très dur, quoi, alors j'aime pas ce mot-là, mais pénible, j'aime pas le mot, mais en tout cas qui demande beaucoup, quoi. Et c'est vrai que l'idée de changer de métier, c'est une idée qui reste quand même, c'est quand même un luxe, quoi, pouvoir faire ça souvent. J'imagine qu'il y a plein de gens qui rêvent de changer de métier et c'est pas possible pour tout le monde, en fait, parce que. Oui, mais changer de métier, je pense que c'est encore plus facile si tu n'as pas fait des grands investissements dans ton métier. Oui. Et quand tu es indépendant, déjà, ça dépend des métiers, surtout les métiers manuels. Là, tu dois faire des investissements. Quand tu travailles, je sais pas, aujourd'hui dans une banque et demain tu travailles, je sais pas où, dans une société privée, l'investissement pour un nouveau emploi, il est très faible. Je pense que c'est pour ça que tous les indépendants, on a difficile de changer le métier. Mais moi, je me dis quand même, voilà, je peux le dire vraiment, moi j'ai le métier théâtre, le métier musical, vraiment scientifique. Moi, désolé, mais c'est vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à faire comme ça. Et moi, je me demande quand même comment vous trouvez votre public, tu vois, comment vous trouvez vos consommateurs. Parce que pour nous, on doit aussi trouver et chercher nos consommateurs. Alors, qu'est-ce qui fait que tu trouves des consommateurs qui veulent regarder ce que tu fais? Quelle est l'astuce là-dedans de les trouver et que eux ils disent ça c'est génial? Déjà, je ne sais pas s'ils se disent que c'est génial ce qu'on fait, mais en tout cas, il y a un certain nombre de structures qui sont mises en place qui permettent de faire ce qu'on appelle diffuser un spectacle.
Et donc, comment ça marche ? Nous, en Belgique, on est spécifiquement dans le théâtre jeune public. En France, on est plutôt dans les réseaux marionnettes. Mais en Belgique, il n'y a pas vraiment de réseau marionnettes. Donc, on s'est inscrit dans le théâtre jeune public et c'est très bien parce qu'on fait vraiment des spectacles qui sont accessibles au jeune public. C'est-à-dire jeune public? Le jeune public, c'est moins de 16 ans. C'est-à-dire, en fait, ce sont des publics qu'on rencontre par l'intermédiaire des centres culturels qui proposent à des écoles de venir avec leurs élèves voir des spectacles. Alors, comment ça marche ? Un centre culturel va apprécier un spectacle et va dire tiens, l'année prochaine, j'aimerais bien programmer votre spectacle. Combien ça coûte ? On pourrait faire 1, 2, 3, 4 représentations. Et donc, nous, on arrive le jour J, on monte le décor et on joue notre spectacle devant des écoles qui arrivent en bus. Alors, pour l'instant, c'est un système qui fonctionne assez bien, qui est bien rodé parce que les centres culturels participent activement à ça, les écoles. Évidemment, vous savez que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en difficulté, donc on est un peu inquiet pour l'avenir, voir comment ça va se passer, parce qu'en fait, il y a énormément d'acteurs économiques qui entrent en ligne de compte dans la diffusion d'un spectacle. Par exemple, c'est bête, mais les bus scolaires, il y a des communes qui n'ont pas de bus, donc les écoles doivent louer un bus, et donc ça coûte pas mal d'argent en fait. Tout ça fait que ça reste un système qui est économiquement fragile, qui dépend des subsides évidemment. Mais... Et vous, pour le salaire et tout ça, c'est un métier où on peut devenir riche ou qu'on peut super bien vivre, ou comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes payé par, désolé, peut-être tu ne dois pas peut-être nécessairement le dire, comment vous êtes payé par pièce, ou vous êtes engagé, vous êtes indépendant? C'est un truc comme, pour moi, en tant qu'indépendant, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Ouais. Alors, certains artistes ont ce qu'on appelle le statut de travailleur des arts. Alors, le statut de travailleur des arts, c'est quoi? C'est un statut qui est protégé et qui est lié au caractère intermittent du travail. Le système, c'est que quand je ne travaille pas, je touche une allocation de chômage. Mmh. Et cette allocation de chômage, contrairement à ce qui se passe pour d'autres... Non. En fait, ça touche la table, tu vois. Donc, faire attention à ça. Je crois que c'était ma montre. Non, pas du tout. Désolé, Michel. Je reprends. Donc, le statut d'artiste, comment ça marche? Moi, quand je ne travaille pas, je touche une allocation de chômage, et cette allocation de chômage, elle est fixe dans le temps. Contrairement à d'autres personnes au chômage qui vont voir leur allocation diminuer avec le temps. Ça, c'est lié au caractère intermittent du travail dans le spectacle, qui fait que sans ça, on ne pourrait pas le faire. Alors, ceci dit, il y en a qui font sans ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur le côté et puis ils font du travail, ils ont un travail dans les arts, dans le monde des arts. Et le système qui est mis en place, généralement, c'est que une ASBL, une compagnie de théâtre, vend un spectacle et avec l'argent qu'elle touche, elle met sous contrat les gens qui jouent le spectacle, quoi. Ça, c'est comme ça que ça se passe en général. Il faut aussi payer les gens qui diffusent le spectacle, les gens qui font l'administration, il faut louer une camionnette. C'est pour ça que, voilà, c'est une économie qui est quand même assez fragile, et qui a encore largement besoin de subsides. C'est sur le fond, c'est triste. Je pense que, même si moi je ne vais pas souvent en théâtre, c'est surtout pour les jeunes, c'est important de voir théâtre, d'être créatif, je ne sais pas, et ça, voilà, c'est sûr, ça n'est pas toujours monétaire en direct, mais si on n'a plus ça, il y a quand même quelque chose qui manque. Allez, moi je parle beaucoup sur les jeunes. S'il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus des réflexions, je ne sais pas comment ce qu'on dit vraiment en français, c'est important d'amener les jeunes des théâtres. Faut pas jouer au théâtre, mais de comprendre, de pas toujours être soi-même et de jouer à un jeu. Tout l'aspect culturel, la peinture et tout ça, même si c'est pas mon truc, je pense que c'est important pour la société. On est en train de la perdre partout. C'est clair. Moi, je pense aussi que c'est très, très important. Je pense que dans une démocratie, c'est très, très, très important. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est subsidié. Mais en fait, quand on regarde dans une démocratie, les fonctions qui sont subsidiées, qui ne
sont normalement pas économiquement rentables, c'est la santé, l'éducation, la culture. C'est quand même des domaines qui sont fondamentaux en fait dans une société. Tu dis démocratie, qu'est-ce que ça a à voir avec démocratie? Je sais pas, je ne comprends pas le lien avec ça, avec la démocratie. Alors, le lien que moi je fais avec la démocratie, c'est que en fait, quand nous proposons un spectacle, nous proposons particulièrement une matière à réflexion. On pose des questions. Et je pense que la réflexion, partager avec les gens des outils de réflexion, je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans la démocratie. Je pense que c'est peut-être une des choses qui nous manque parfois, c'est la capacité ou l'envie de réfléchir les choses, de prendre du recul pour pouvoir peut-être parfois trouver d'autres solutions que celles qu'on nous propose d'emblée. Et je crois aussi que, en fait, la pluralité de la vie, c'est quelque chose de très important en démocratie. Et c'est ce à quoi on confronte les jeunes quand on fait du théâtre. C'est qu'en fait, un artiste va parler de ça, un autre de ça, un autre de ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est mon téléphone qui sonne. C'est mon fils qui chante. Bon, mais c'est bien, il chante bien parce qu'il pleut pas. Mais tu viens parler de Michel, de la manière dont il y a vraiment un réseau comme ça. C'est important, un réseau aussi, dans une fonction comme la tienne, Erwin? Au début, je ne pensais pas. Mais je pense que le réseau, c'est crucial. Ça commence déjà à la jeunesse. Je sais pas, quand tu as 14, 15 ans, tu as un réseau. Tu as un réseau de copains, des amis, trucs. Après, tu deviens 16, 17, 20, 30 ans. Tu as besoin aussi d'un réseau. Sinon, tu vas fréquenter personne. Celui-là connaît celui-là, tu l'amènes là-bas et c'est un échange de trucs. Et après, quand tu vas dans le business, dans le commerce, ben là, encore beaucoup plus. Vraiment, tout au début, en tant qu'agriculteur, tu n'avais pas un grand réseau. Si, tu avais un réseau interne. Chaque agriculteur se connaît entre soi-même et il n'y a personne qui aime l'autre. Moi, je veux le terrain du voisin et tout ça. Ça, c'est le réseau interne qu'on avait. Et après, quand j'ai créé la coopérative et tout ça, après, j'ai rencontré un autre monde, un monde commercial. Alors, on parle du réseau. Je me dis toujours les Rotary, les Kiwanis et tout ça. C'est un réseau, ils sont en train de picoler, de boire, d'aller au restaurant. Je ne suis jamais rentré là-dedans, je vais jamais rentrer de ma vie dans un réseau comme ça, mais je connais plein de gens qui sont dans ces réseaux-là. Et après, tu entends, mais lui, il construit une maison, il a pris celui-là, il a pris celui-là, et comment est-ce qu'on dit, qu'ils se gèrent l'argent un peu entre eux. Toi, tu fais ça pour moi, tu fais ça. C'est un peu le réseautage dans le monde de commerce. Alors, aujourd'hui, moi, je me suis créé aussi un certain réseau. D'abord, quand j'étais le président de l'EMB, c'est un grand réseau politique. EMB, tu peux dire? Oui, j'étais président pendant 4 fondateurs d'abord. Et qu'est-ce que c'est l'EMB? C'est l'European Milk Board. C'est une association qu'on a créée en 2006. Et aujourd'hui, il y a 15 pays membres là-dedans qui défendent les intérêts des agriculteurs, c'est-à-dire un agriculteur qui doit toucher un prix qui couvre les coûts de production, inclut une rémunération. Et c'est pour ça que pendant les années, on a fait des manifestations. Moi, je connais Bruxelles principalement parce que j'y suis venu en tracteur et bloquer les rues. C'était ça. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de Bruxelles. Tu connais les grands axes alors? Oui, je connais tous les grands axes. Je connais le rond-point Schumann. Je connais Place Luxembourg, qu'on a balancé du lait sur le Parlement et tout ça. Mais bon, j'étais organisateur. Après, tu as besoin d'un réseau. Tu as besoin d'un réseau avec la police. Tu as besoin d'un réseau avec les médias. Et avoir un réseau, je pense que c'est crucial. Mais aujourd'hui, même ici pour le podcast, si j'avais pas de réseau, si je ne connaissais pas Patrick, si je connaissais pas entre nous, celui-là, il connaît celui-là, moi je connais celui-là. Alors avoir un réseau, c'est bien. Alors, c'est une question cruciale. Est-ce que ton réseau, est-ce que ça doit faire des amis ou pas? Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre avoir un réseau avec les intérêts communs et des amis.
Pour moi, il ne faut pas mélanger. Et ça, moi aussi, j'ai fait parfois l'erreur que je pensais que tous les gens dans mon réseau, c'était mes amis. Mais désolé, mais c'est pas le cas. Il peut y avoir des gens, des amis dans ton réseau aussi, mais il faut vraiment faire la différence entre un réseau, je veux dire commercial, où tout le monde a son réseau, ou et vraiment des amis et des amis. De toute façon, en tout cas moi, j'en ai peut-être 2, 3 des vrais amis que je connais depuis que je suis jeune, et c'est important. Tous les deux sont importants. L'amitié, c'est important. Oui, bien sûr, oui. Alors après, moi, je fonctionne un peu différemment parce que moi, je crois que je fais mon réseau d'amis et d'amis aussi à travers le travail. Alors, c'est pas vraiment un réseau, mais c'est vrai que j'ai quelques amis qui sont des gens, des personnes avec qui je travaille, quoi, et avec qui je peux aussi aller boire un verre et papoter. Bon, évidemment, nous travaillons ensemble, donc c'est pas la même chose. C'est pas un échange de services, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que le côté humain dans le théâtre, c'est quelque chose quand même d'important. On travaille sur l'humain, on travaille beaucoup sur tout ce qui est sentiments, sensations. Oui, comment on choisit justement un thème? Je ne sais pas comment les autres font. Nous, ce sont toujours des questions qu'on se pose. Ou des sujets qui nous intéressent dans la vie de tous les jours, vraiment. On fait du théâtre jeune public, je travaille avec ma compagne. Donc déjà, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est presque comme chez nous. Oui, ça, pour les c'est agriculteurs. un point un peu commun. Nous autres, on travaille avec l'épouse, avec les enfants, avec les parents, les oncles. Souvent, ils sont comme intégrés aussi. Ça, c'est bon et c'est mauvais, hein. Oui. Nous, ça, pour l'instant, je touche du bois. Je peux pas, mais je le fais quand même. Ça se passe bien. Mais donc, du coup, j'ai oublié la question. Mais comment on choisit? Comment on choisit? Alors, le thème, souvent, c'est en dialogue. Elle s'appelle Noémie, ma compagne, et moi, on discute. Et puis, la vie nous amène sur certains sujets, on se pose des questions. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. On a aussi de la chance parce qu'on fait du théâtre jeune public et on a un enfant ensemble, donc on le voit grandir. Et ça nous amène des sujets, en fait. Par exemple, lui avec ses copains, il a 9 ans. Je vois que c'est un garçon, que beaucoup de garçons veulent démontrer leur force, leur vitalité. On est fort, on est puissant. Déjà tout petit. Voilà, c'est le sujet du prochain spectacle qui s'appelle Fragile. On va parler de la fragilité, de ce que nous on trouve de puissant dans la fragilité, si je puis dire, ou de positif dans la fragilité. C'est quelque chose qui est vu de manière très négative par les enfants. Or, moi, j'ai envie de dire des choses par rapport à ça. Et donc, voilà, on va développer. Et tu penses que les jeunes, ils ont encore un avenir quand on voit tout ce qui se passe autour de nous? En tout cas, moi, je rencontre de plus en plus des gens qui disent « Oh, heureusement que j'ai déjà cet âge-là, que je ne suis plus un jeune gamin. Qu'est-ce qu'ils vont encore vivre ces jeunes? » Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Je peux peut-être le partager après. Et toi, comment est-ce que tu vois cet avenir dans le monde dans lequel on vit, de la guerre, de chômage, de l'emploi, de l'intelligence artificielle, aussi pour vous, pour le théâtre? Est-ce qu'il y a encore un avenir ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va prendre les places? Et les jeunes, c'est quand même des sujets aussi pour peut-être se tracasser ou peut-être pas, je ne sais pas. Ouais, un peu les deux. Je crois qu'il y a des jours où moi je suis très inquiet. Oui, c'est vrai. Parce que tu parles de la guerre, les problèmes économiques, il y a aussi les problèmes environnementaux. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Après, par mon travail, je suis amené à rencontrer beaucoup de jeunes. Et parfois, je me dis, oui, peut-être que non seulement les jeunes ont un avenir, mais peut-être que nous aussi, on a un avenir parce qu'il y a les jeunes et que, en fait, les jeunes sont aussi source de solutions. Parfois, j'entends des choses tellement fortes dans les discussions qu'on a avec les jeunes après le spectacle, tellement intelligentes, tellement sensées, sensibles que, oui, je pense qu'un avenir, il y en a de toute façon. Mais maintenant, comment il sera, ça, je ne sais pas. Parce que je trouve que les choses changent tellement vite que c'est difficile à prévoir. Et pourquoi avoir choisi les marionnettes?
Alors, les marionnettes, c'est vraiment par hasard que moi, au début, j'aimais pas les marionnettes. Moi, je dis, oh, la marionnette, c'est vraiment pour les bébés. J'avais l'image de la marionnette. Bonjour les enfants, comment ça va? Et j'ai commencé à faire de la marionnette parce que j'ai commencé à aider ma compagne qui travaillait dans un spectacle de marionnette, à la conseiller. Enfin, à la conseiller, non, mais en tout cas, à dialoguer avec elle là-dessus. Et puis, j'ai fini par prendre moi-même une marionnette en main, et depuis ce jour-là, je suis vraiment fasciné par les marionnettes. Alors, tu parlais d'intelligence artificielle. Moi, je dis souvent que notre avenir, il est plus dans les marionnettes que dans les robots. Que je pense qu'en fait, réapprendre à faire des choses avec nos mains, à retrouver un contact avec l'artisanat, parfois avec un temps plus lent et moins tac, 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 rythme, speed, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. Et du coup, c'est une des choses que j'adore dans la marionnette. La marionnette, c'est un art très technique, en fait. Ça demande beaucoup de technique de faire de la marionnette. C'est un art plus lent et c'est un art qui aussi permet d'exprimer le monde d'une manière qui est différente. Et c'est aussi manuel. Oui, c'est très manuel, on construit. Pas loin des paysans comme Erwin. Alors, c'est peut-être moins exigeant au niveau manuel et technique, mais c'est vrai qu'on construit nos marionnettes nous-mêmes, donc on doit apprendre des techniques pour les construire. Et oui, je peux montrer peut-être ça. Ouais. Bah ouais. Donc ça, c'est... Alors, je la montre d'autant plus à l'aise que c'est pas moi qui l'ai construite, c'est Noémie qui l'a construite. Et c'est la marionnette de notre premier spectacle. Oh, waouh. Tu comprends pourquoi je la mets dans un sac pour la transporter? J'imagine dans les transports en commun, ça doit jaser. C'est particulier. Voilà, donc ça, c'est une marionnette qui est faite en papier mâché, qui a été peint. Je crois que Noémie a collé ensuite des cheveux d'une perruque. Décris-la bien pour nos auditeurs qui ne voient pas l'image. Alors je dis parfois qu'elle a appris chez moi, mais c'est pas vrai. Et ici, en fait, il y a le corps de la marionnette, c'est une structure en bois et en mousse. Il y a des sangles qui se rejoignent ici, qui partent dans les jambes, tout se rejoint là, pardon. Et ça, c'est ce qu'on appelle une marionnette hybride. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de main, mais moi, je peux lui prêter ma main. Ah ouais, ok. Ah waouh. Et donc, le spectacle qu'on joue avec cette marionnette, c'est en fait venu de l'envie qu'on avait, Noémie et moi, d'être à deux dans une même marionnette. Donc, on a chacun une main, on prend la tête tour à tour, et on raconte un petit spectacle de 20 minutes. En tout cas, c'est splendide. Je peux vous le dire, les gens qui ne voient pas, quand la marionnette te regarde, tu penses vraiment qu'il y a un être humain derrière, qu'il y a une vie derrière. En plus, on dirait, je ne sais pas ce que tu fais, tu bouges, on change l'expression des yeux. Ça fait, je veux dire, ça fait presque peur. Non, oui, il est gentil, mais c'est splendide. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, félicitations. Je pense que j'ai jamais vu un spectacle, mais ça, je vais absolument. On t'invitera. Ouais. On t'invitera. Donc voilà, ça c'est notre toute première marionnette. Depuis, on en a fait beaucoup. Et ce spectacle-là, on le tourne depuis 2013. On le joue encore maintenant. Ah, encore? Ouais. Donc ça fait vraiment très longtemps que... Comment il s'appelle? Gaspard. Gaspard. Ah oui, il me regarde quand je dis Gaspard. Ouais. Regarde. Ouais. Alors les yeux, c'est quelque chose de très important dans la marionnette. Bah ouais. Comme celle-ci en particulier, en plus, elle n'a pas de bouche, donc on ne la fait pas parler. Et quand on apprend à quelqu'un à manipuler la marionnette, c'est par ça qu'on commence. C'est pour ça que ce regard, il est très frappant. Et ici, ce sont de simples billes noires. Parfois, on utilise des yeux de poupée, alors c'est encore plus fort. Mais enfin, quand même, il a un regard assez perçant. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on comprend l'état d'esprit de la marionnette, en fait. On comprend ce à quoi elle pense. En fait, elle parle, comme elle est là. Oui, quelque part. Et en fait, nous, on fait la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est une autre manière de voir le monde et d'exprimer le monde. Parce qu'en fait, on utilise beaucoup les mots. Mais en fait, dans notre manière d'être, le corps parle, nos yeux parlent, notre rythme parle. Et la marionnette, elle parle comme ça.
Et donc, ça permet d'exprimer le monde différemment, ça permet de le comprendre différemment. J'en reviens à ce que je disais tantôt. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Le théâtre, ça donne aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi, l'opportunité de voir les choses autrement, en fait, et de donc peut-être trouver des solutions différentes. Est-ce qu'on se cache derrière les marionnettes? En tout cas, vous voyez, c'est elle que vous regardez, c'est pas moi. Hein. Donc, il y a ça. Ça, absolument. Hein, on ne te voit plus. Vraiment. J'ai tendance à dire qu'au théâtre, les gens sont assis dans leur dossier. Avec de la marionnette, les gens sont un peu vers l'avant. C'est vrai que la marionnette, comme c'est un peu étrange, il y a une attention un peu accrue. Alors, est-ce qu'on se cache? Nous, on se cache pas parce qu'on joue. On est comédien aussi dans le spectacle, on parle à la marionnette, on nous voit. Mais on nous dit quand même souvent que c'est la marionnette qu'on regarde. C'est ça, souvent, l'objectif. Ouais. Donc on se cache pas derrière. On se cache pas derrière, mais c'est vrai qu'on est un peu en retrait. Pour vous donner un exemple, ça m'arrive de travailler avec des comédiens dans des spectacles où il n'y a pas de marionnette. Et au moment où on pointe les lumières, on me demande d'aller dans le point chaud. Le point chaud, c'est l'endroit où vraiment le cœur de la lumière. Et souvent, je suis un pas en retrait. On me dit, mais non, t'es 1 mètre trop loin. Et en fait, c'est parce que je joue avec des marionnettes, donc j'ai l'habitude de les mettre, elles, dans la lumière. Voilà, ça illustre un peu l'attitude du marionnettiste. C'est un peu différent que celle d'un comédien ou d'une comédienne, c'est vrai. Donc, on se cache pas derrière une marionnette, mais est-ce qu'on se cache derrière un chapeau? C'est une question... Gaspard peut rester avec nous. Hein. Oui, hein. Je sais pas, c'est pas si facile, je pense. Moi, j'ai commencé avec mon chapeau depuis il y a 20 ans. Moi, j'ai pris principalement le chapeau pour que les gens me reconnaissent. Et à la fin, comme ça, que tout le monde a dit, voilà, c'est le paysan en chapeau. Quand je faisais une interview pendant les manifestations, à la télévision, pendant les manifestations, tous les agriculteurs, ils me reconnaissaient au niveau de mon chapeau. C'était ça principalement. Et comme ça, le chapeau, il est devenu un peu le symbole, je ne veux pas dire de la guerre, mais du combat agricole pendant 20 ans. Mais le sujet, se cacher derrière quelque chose, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, dans notre société, presque tout le monde, pas tout le monde, mais presque tout le monde se cache derrière quelque chose. Je donne un exemple. C'est pas ma faute, c'est la faute des politiques. Un enfant à l'école, elle dit que j'ai pas eu des bons points, c'est pas ma faute, c'est la faute de professeur. Alors, on se cache derrière, et moi je me dis, ça facilite les responsabilités qu'on doit prendre nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve fondamental, qu'on perd de plus en plus de dire ce qu'on a envie de dire, parce qu'on a peur qu'il y a quelque chose qui va être approché par après. C'est pour ça que tantôt, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la démocratie. Moi, aujourd'hui, tout le monde parle de la démocratie, mais quelle est la définition de la démocratie? Je pense que c'est un sujet très important qu'on doit vraiment se rendre bien compte. Ça veut dire quoi? Et aujourd'hui, tout le monde se cache derrière le mot démocratie. Oui, on vit dans une démocratie. On ne vit pas comme en Russie ou comme en Chine. Et vraiment, moi, avec mes amis, mes copains, on râle parfois. On n'est pas si loin que je parle de l'Allemagne de l'Ouest et tout ça. Allez, je fume une cigarette dehors, c'est presque je vais en prison. Je fais une bêtise, presque je vais en prison. Alors ouais, mais on vit quand même. À la fin, il y a partout des caméras. Maintenant, tu ne peux plus te promener. Je roule sur l'autoroute, il y a une caméra. Alors, je ne sais pas, c'est ça qui me fait peur. Et on peut juste nous dire qu'on vit dans une démocratie parce qu'on peut aller voter. Ouais, désolé, on voit le résultat. Alors, c'est un sujet qu'il faut encore creuser vraiment plus encore dans un autre podcast parce que ça me touche. Mais moi, j'aimerais bien que les gens
je sais que c'est difficile. Moi, je l'ai eu très difficile avec les manifestations. J'ai été des reproches. On m'a dit qu'on va arrêter mes crédits, qu'on ne va plus collecter mon lait et tout ça. Et moi, je me dis, je m'en fous. Et ça, j'aimerais bien que nous autres, on perd la peur de dire ce qu'on a envie de dire. Et vous rejoignez, en fait, là. Oui, moi, je ne savais pas. Moi, on se rencontre aujourd'hui, c'est la première fois. Mais c'est un sujet pour notre société, surtout pour la jeune génération, pour les jeunes que tu rencontres dans les théâtres. Et je sais que c'est difficile parce que, sur le fond, chaque fois que tu fais quelque chose, on te dit, oui, mais si tu fais ça et ça, la police vient. Ou tu vas ça et ça et ça. Ou avec les banques, ils vont te faire couper ton compte à banque, ton patron, il va te virer dehors. Et on vit quand même tout le temps dans un stress parce que tout le monde a peur. Et je pense que de plus que des gens qui perdent cette peur, de plus fort qu'on va être et qu'on se unit. C'est un monde artistique que nous, les agriculteurs, on ne connaît pas. Et chez nous, les agriculteurs qui ont les grandes exploitations et tout ça, ils connaissent presque plus la télévision parce qu'ils se lèvent tôt le matin, ils rentrent à 10 heures, ils sont fatigués, ils n'en parlent pas pour aller au théâtre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a absolument besoin de gérer. C'est trop fermé, ce monde, c'est ça? Je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'on peut pas, ce que tu viens de poser la question tantôt, faut pas donner la faute à quelqu'un d'autre. Vraiment, moi aussi, j'ai fait comme ça. C'était la faute des laiteries, c'était la faute des politiques, c'était la faute de tout le monde, sauf que c'était pas la mienne. Et parfois, il faut te dire, oui, je suis qu'un petit bout dans le truc. Allez, quand je viens ici à Bruxelles, moi je me dis, qu'est-ce que moi tout seul, qu'est-ce que je peux changer ici dans le monde qu'on vit? Quand je suis chez moi, je pense encore que, voilà, je suis presque tout seul. Alors, il faut se mettre en question soi-même. Soit on est d'accord, et si on n'est pas d'accord, il faut trouver des petits moyens pour faire intervenir sur des choses. Et qu'est-ce qu'il en pense, Gaspard? Gaspard, lui, il joue dans un spectacle dans lequel il dit qu'il n'a besoin de personne. Qu'en fait, ce sont nous, les marionnettistes, qui avons besoin de lui. Parce que je sais plus qui disait qu'il parlait presque. En fait, à un moment donné, dans le spectacle, on le fait parler en langage des signes, en langue des signes. Et il dit, voilà, moi, en fait, je sais parler avec les mains. Et je sais ce que c'est de la panse, je connais leurs secrets. Eux, ils ont besoin de moi pour être connus, pour travailler, mais moi, j'ai besoin de personne. Il s'avère à la fin du spectacle qu'il a quand même besoin de nous, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez qui dit ce qu'il pense. Il n'a pas sa langue dans sa poche, même s'il n'a pas de bouche articulée. Moi, je rencontre quand même beaucoup de jeunes dans le public des écoles qui viennent nous voir, qui alors voilà, chacun est dans une situation différente, mais aussi beaucoup de jeunes qui veulent changer des choses. Et moi, c'est quelque chose qui m'encourage. J'ai l'impression que c'est encore quelque chose qui existe. Parfois, j'entends, oui, mais les jeunes ne font plus ceci, les jeunes ne font plus cela. J'en rencontre beaucoup qui font et qui pensent et qui agissent. Et je trouve ça plutôt encourageant. Donc, et par exemple, je suis d'accord avec toi, mais moi, je vois toutes les manifestations des gens, des activistes contre le climat, ou pour le climat. Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit dire. Pour le climat, contre le climat. Oui, voilà. Moi, j'ai dit pour le climat. Après, il y a des gens qui disent contre le climat. Mais on doit être pour le climat. Alors, et je le vois chez nous, dans mon expérience dans le monde agricole, on a manifesté. On est venu, je sais pas, 20 fois ici à Bruxelles. On a bloqué toutes les rues. Et aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont devenus fatigués. Parce que après des manifestations, tu n'as jamais un résultat en direct. Alors je me demande, est-ce qu'on n'a pas fait ça exprès? On a laissé manifester les jeunes pour le climat, ils sont venus les vendredis et tout ça. Et ça, c'est une question, une réponse que je ne connais pas. Est-ce que ces jeunes, est-ce qu'ils sont maintenant aussi frustrés comme les agriculteurs? Ils vont dire, ouais, de toute façon, on a manifesté, blablabla, et je ne vais plus jamais manifester parce que, de toute façon, ça n'a rien fait.
Et comme ça, peut-être, je ne sais pas, j'espère pas, vraiment de tout cœur que je n'espère pas, qu'on a brûlé toute une génération parce qu'on les a manifestés. Après un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont abandonné parce que aujourd'hui, je n'entends plus rien de tout ça et qui rentrent frustrés chez eux et pendant les 20, 30, peut-être le reste de leur vie, ils ne vont plus jamais aller manifester parce qu'ils n'ont pas eu de résultat. Et tout ça, moi, je leur avais toujours dit, faites attention, que vous ne brûlez pas. Quand tu manifestes, tu n'auras jamais un résultat en direct. Et ce serait triste qu'avec tous ces jeunes motivés, qu'à la fin, il n'y a plus personne dans le reste du temps qui va oser de continuer de manifester. Parce qu'on doit manifester, faire des manifestations, de se prononcer toute sa vie. Nous aussi, on pensait, on va venir 3 fois à Bruxelles en tracteur, après le monde il sera réglé. On va bloquer tous les frontières, on va bloquer tout ça, on va faire ça 3-4 fois, et après, les politiciens ils vont comprendre. Non. Et donc c'est aussi un travail de longue haleine pour un artiste, pour un comédien. Mais en fait, je rebondis sur ce que tu dis parce que ces manifestations qui avaient lieu le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus, après-midi, c'était la grève de l'école. C'est une des choses qui a été à la base de la création de notre dernier spectacle. Ah ouais. Qui s'appelle Pouvoir et qui se veut en tout cas être un questionnement sur la démocratie. Et souvent, quand on a des rencontres avec les jeunes après, au début, moi je parlais de ça. Je disais, en fait, on a voulu faire ce spectacle parce qu'on se posait cette question-là. Est-ce que des jeunes qui ont tant manifesté et puis qui constatent que les choses ne changent pas comme ils voudraient, est-ce qu'ils vont pas perdre la confiance dans la démocratie, est-ce qu'ils vont encore avoir envie de faire bouger les choses? Et en fait, nous, on arrive déjà dans des générations où ils savent même pas qu'il y a eu ces manifestations. Ah ouais, ok. Quand on parle de Greta Thunberg et tout ça, ils connaissent le nom, mais en fait, ils savent pas du tout qu'il y a eu toutes ces manifs, et donc ça les a pas touchés particulièrement. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que oui, ce sentiment de déconnexion avec le politique, ce sentiment que faire bouger les choses, c'est trop compliqué, voire pas possible, je crois que c'est un sentiment qui habite beaucoup de gens, jeunes ou pas jeunes, ça c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que il faut pas s'imaginer que la démocratie, c'est uniquement le jour du vote. C'est pour nous, pour moi, c'était important avec ce podcast. J'ai fréquenté plein de politiciens, du commissaire européen, tout le monde à l'Europe, en Belgique, en Allemagne, en Croatie, partout. Moi, dans ce podcast, en tout cas, toutes les émissions, j'ai pris la décision, je ne veux pas donner la parole aux politiciens. En tout cas, les 10-15 premières, je n'en veux pas parce que ils vont venir, ils vont s'en servir, ils vont faire des bonnes promesses, des bonnes paroles, et après ils vont rentrer, et après on pense que ils vont faire quelque chose. Non. Vraiment, il ne faut pas y croire, et moi je ne veux pas. Moi je veux, dans ce podcast, j'espère que ça va durer des années, de donner la parole aux citoyens ou des gens qui ont des idées, qui sont motivés, qui ne doivent pas être toujours le même point de vue que moi. Mais je suis tellement déçu. C'était une raison que sur le fond, je ne voulais même plus faire de rien du tout. Mais je me dis, quand je suis échangé avec Patrick, je dis oui, je veux bien faire un podcast parce que ça me tenait encore au cœur, mais pas pour donner la parole aux politiciens. Non, on va donner à des gens qui ont quelque chose à dire et que demain matin... Et qui sont passionnés. Qui sont passionnés et que demain, les gens qui l'écoutent, demain matin ou demain la semaine prochaine, qui parlent entre eux, ils apprennent quelque chose. On n'est pas de donneurs de leçons, mais je pense que les gens qui viennent ici, tout le monde doit partager ou peut partager ses points de vue de vie et peut-être, et même si ce n'est qu'un ou deux, qui disent et qui réfléchissent le matin ou le soir, j'ai entendu quand même ce podcast, et on fait réfléchir à des gens, et même s'il n'y en a qu'un, moi je serais déjà content. Un dernier mot, Michel ? En tout cas, si
si tu atteins ton objectif et que tu fais réfléchir les gens, moi je trouve ça très bien. Je pense que, comme je disais tantôt, c'est une des raisons pour lesquelles moi je fais du théâtre, c'est ma manière à moi de réfléchir. Je trouve ça, en tout cas le questionnement, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Donc je te souhaite de réussir ton pari. En tout cas, merci, mais c'était quelque chose de nouveau. Et pour moi, chaque podcast, je découvre plein de personnes intéressantes. Et j'espère que toi, quand tu rentres aussi, que tu dis, oh, j'ai pas perdu mon temps dans ce truc-là. Et comme ça, on va faire pas par pas avec Patrick qui fait la modération, avec tous les gens qui sont ici autour pour l'enregistrement, pour la sono. C'est important. Il y a toute une équipe et on continue. Après, on verra bien comment ça va évoluer. Ben, merci Erwin. Merci Michel. Merci. Merci Gaspard. Ouais, merci Gaspard. Donc, c'était le podcast Le Chant Libre d'Erwin. Erwin, le paysan au chapeau. Merci de votre écoute. Merci au café, etc. à Etterbeek, une des communes de la région bruxelloise, pour la gentillesse de l'accueil. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci Patrick.